Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous européen CNews, Les Échos. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Et bienvenue, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes député de Marseille, coordinateur national de la France Insoumise. Alors sur le front de la guerre, après une journée d'angoisse hier durant laquelle le processus de libération des otages a été suspendu, finalement la situation s'est débloquée dans la soirée avec la libération d'un deuxième groupe d'otages. Nous allons en parler. Nous évoquerons également la trêve précaire et après, que va-t-il se passer. Dans l'actualité aussi, le drame de Crépol. Le grand-père de Thomas dénonce les sauvages, je cite, qui l'ont tué. Des tensions ont éclaté hier dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Et puis il y a eu un débat sur, je cite, l'ensauvagement de la France qui est en cours. Comment vous qualifiez vous-même la situation? D'autres thèmes à suivre également. Et pour vous interroger, mes camarades, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Manuel Bompard, donc le processus de libération des otages qui était bloqué complètement hier, s'est finalement débloqué. On est passé par toutes les émotions. On pense évidemment à ces familles d'otages. Est-ce que cette méthode, justement, est, selon vous, le symbole du cynisme et du sadisme des terroristes du Hamas? Bon, d'abord, je pense qu'il faut reconnaître et identifier dans cette situation, qui est une situation dramatique depuis maintenant plusieurs semaines, un motif d'espoir. Le fait que cette trêve ait pu être décrétée, le fait que les bombardements se soient arrêtés sur la bande de Gaza et le fait qu'il y ait pu avoir la libération de ces otages est un motif d'espoir. Ensuite, c'est des négociations qui seront extrêmement compliquées, tout le monde le sait. Moi, je n'en maîtrise pas l'ensemble des détails. Il y a un accord qui a été établi et j'espère que cet accord va être respecté. C'est-à-dire qu'un maximum d'otages vont être libérés, que de l'autre côté, les prisonniers politiques palestiniens soient aussi libérés. Mais surtout, je pense qu'il ne faut pas se satisfaire d'une trêve permanente, temporaire de 4 jours. On peut croire et que la question qui nous est posée, c'est comment, comment cette trêve temporaire va se terminer par un cessez-le-feu permanent et par une solution politique à la question palestinienne. Manuel Bompard, est-ce qu'on peut avoir confiance dans le Hamas? Parce que quand on voit la journée d'hier, avec ses ordres, ses contre-ordres, est-ce que ces gens vont respecter les accords qui ont été passés avec Israël? Mais si vous voulez obtenir la libération des otages, que faire d'autre que de négocier avec ceux qui les détiennent? Donc le Hamas, sans aucun doute, dans cette situation, défend ses propres intérêts. Et donc il y a une négociation entre les différentes parties. Et il faut faire en sorte que cette négociation, elle puisse aboutir sur une solution qui permette la libération de l'ensemble des otages. Vous ne m'avez pas répondu sur la première question malgré tout. Bien sûr, nous n'avons pas, et personne n'a d'autre choix que de négocier avec eux. Mais est-ce que selon vous, négocier avec des terroristes suppose qu'il y ait malheureusement passé par ces étapes où on croit qu'ils vont être libérés? Hier, quand même, on va rappeler que le Hamas a fait croire que les otages étaient déjà libérés par la Croix-Rouge alors qu'ils ne l'étaient pas. Comment vous qualifiez ces méthodes? Je pense que j'imagine que pour les familles des otages, c'est extrêmement difficile à vivre. Je le comprends bien évidemment. Moi, je ne connais pas les négociations et le détail de ces négociations. Si j'ai bien compris, je ne dis pas que c'est la réalité, mais en tout cas, ce que disait le Hamas, si je crois ce qu'il disait, il disait que dans l'accord, il y avait la question de la livraison d'aide humanitaire et que ils avaient, de leur point de vue à eux, en tout cas, cette partie-là de l'accord n'était pas respectée. Je ne leur donne pas raison, je n'en sais rien, je ne suis pas dans le cœur de ces négociations. Mais encore une fois... Mais à choisir, si je puis dire, entre la partie de l'État d'Israël qui dit que c'est le Hamas qui a rompu, semble-t-il, l'accord, et le Hamas, en fonction de ce que vous dites, à qui vous prêtez davantage crédit? Mais à personne, madame, vous savez... Entre les deux, à personne? Mais non, mais bien sûr, mais entre attendez, un État et un groupe terroriste? Mais vous connaissez bien comme moi le fait que dans une discussion et dans une situation comme celle-ci, comme disait, je crois, l'écrivain Rudyard Kipling, la première victime, d'ailleurs il n'avait pas tout à fait raison, la première victime de la guerre, malheureusement, c'est les gens qui meurent. Mais peut-être que la deuxième victime de la guerre, c'est la vérité. Et à partir de ce moment-là, forcément, tout le monde défend une option ou dit des choses avec son propre prisme. Et encore une fois, si nous, notre responsabilité, c'est d'obtenir la paix, c'est d'obtenir le cessez-le-feu permanent, c'est d'obtenir un règlement et une paix durable, c'est d'obtenir la libération de l'ensemble des otages, vous êtes obligé de négocier, même avec des gens qui sont sans aucun doute pas de bonne foi. Vous avez évoqué il y a quelques instants les otages d'un côté et vous avez parlé des prisonniers politiques palestiniens, dis-je, de l'autre. Pour vous, c'est la même catégorie de gens? Non. D'un côté, il y a des gens qui ont été pris en otage le 7 octobre, et je rappelle qu'en vertu du droit international, les prises d'otages
sont des crimes de guerre. Et de l'autre côté, il y a des détenus palestiniens dont tout le monde sait, et ce que je dis est documenté, qui pour une grande partie d'entre eux sont détenus de manière arbitraire par des tribunaux militaires. Si j'en crois, là aussi, les informations sur les prisonniers politiques palestiniens... Documentés par le Hamas ? Non, pas du tout. Par les observateurs internationaux, par les ONG. Enfin, je vous invite à vous renseigner sur ce sujet. Par exemple, dans les prisonniers palestiniens qui ont été libérés hier, il y a une majorité de femmes. Et parmi les prisonniers politiques palestiniens qui ont été libérés hier, une majorité d'entre eux étaient détenus pour avoir s'être opposés à l'armée israélienne ou avoir jeté des pierres. Ce n'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles ne peuvent pas être violentes. Vous avez raison, bien sûr. Donc c'est pas, vous avancez, ce sont des femmes, ça peut être aussi des personnes violentes. Bien sûr que malheureusement, si des femmes comme des hommes peuvent être violents. Il s'agissait de prisonniers politiques arbitraires, entre guillemets? Mais peut-être pas tous, je n'en sais rien, je n'ai pas le détail des personnes qui ont été libérées. Mais si vous contestez le fait qu'aujourd'hui, il y a dans les prisons israéliennes des Palestiniens qui sont détenus de manière arbitraire par des tribunaux militaires sans avoir été jamais jugés par la justice, excusez-moi, vous êtes un peu loin de la réalité. Alors encore une fois, mais moi je ne mets personne sur le même plan et le sujet n'est pas de mettre un tel ou un tel sur le même plan. La seule question qui devrait nous guider, c'est de savoir comment on fait en sorte d'en finir avec un conflit qui dure depuis 70 ans. Et à partir de ce moment-là, vous êtes obligé... Non, mais j'entends très bien ce que vous dites, mais ce que je veux faire comprendre à tout le monde, c'est que si vous voulez un accord, si vous voulez une négociation qui permette... vous êtes obligé de négocier. Avec qui Alors, écoutez, avec qui vous voulez négocier à part mais je vous pose la question, vous vous asseyez à table avec ceux qui vous ont massacré ? Mais ça, c'est l'hypocrisie totale depuis le début. C'est-à-dire que on dit il faut pas négocier, etc. Et tout le monde sait que le Qatar, que l'Égypte servent d'intermédiaires pour négocier avec le Hamas, et bien évidemment qu'ils s'assoivent à la même table que le Hamas pour négocier. Et donc on vit dans une forme d'hypocrisie depuis 1 mois et demi dans ce pays. J'ai entendu, il n'y aura jamais de négociation avec le Hamas, il faut les éradiquer complètement. Vous êtes peut-être au courant que les dirigeants du Hamas sont au Qatar, pour certains au Liban, peut-être certains en Syrie. Qu'est-ce que vous proposez ? Vous proposez de jeter des bombes à Doha, de jeter des bombes à Beyrouth. Tout le monde tranquille ? Non, pas du tout, madame. Moi, parce que dans la charte quand même du Hamas, vous êtes j'en suis conscient, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, mais vous avez raison, le Hamas ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Ça va un peu plus loin, ils veulent l'éradiquer. Oui, vous avez raison. C'est une nuance qui est importante, mais vous en vu que vous êtes équilibré, monsieur Bokkoté, peut-être sachez-vous que dans la charte du Likoud, on ne reconnaît pas l'État palestinien. Ça ne vous a peut-être pas échappé. Le parti de M. Netanyahou, dans la charte de fonctionnement de ce parti, on ne reconnaît pas l'État palestinien. Donc, là, peut-être que ça vous indigne au moins. La question n'est pas là. La question, si je peux me permettre d'y revenir, c'est la volonté d'éradiquer l'État d'Israël. C'est une question qu'on distinguera de ce que vous évoquez, la volonté d'anéantir un État. Je ne crois pas, moi, monsieur. Mais écoutez, pardonnez-moi, on est dans une inversion des valeurs. Il y a eu des massacres du 7 octobre, ils ont été commis par le Hamas. Ou alors, dites-moi s'il y a eu d'autres massacres du 7 octobre, vous avez raison, ils ont été commis par le Hamas. Mais attendez, ne cherchez pas à écouter. Franchement, la question qui devrait nous être posée quand on est la France, quand on est attaché à la paix, quand donc on veut faire en sorte de pouvoir régler ce conflit de manière durable, c'est de créer les conditions pour qu'il puisse y avoir un accord de paix qui permette de respecter le droit international. Et que dit le droit international aujourd'hui ? Le droit international, il dit il faut 2 États dans les frontières d'avant 1967. Et donc la position qu'exprime le Hamas, bien évidemment, ce n'est pas la mienne, je la combats. Mais la position qu'exprime M. Netanyahou et le gouvernement d'extrême droite israélienne, ce n'est pas non plus la mienne, et je la combats également. Vous les placez sur un même plan. D'un côté, il y a le gouvernement Netanyahou, de l'autre côté, il y a le Hamas. Mais ça ne veut rien dire de les positionner sur le même plan. D'un côté, vous avez le gouvernement d'un État démocratique. Enfin, pardonnez-moi, mais quand le ministre israélien de la Défense parle des habitants de Gaza comme des animaux humains, ou quand le ministre du renseignement israélien dit qu'il y a un plan pour déporter les habitants de la bande de Gaza dans le désert du Sinaï, je suis pas sûr qu'on puisse qualifier ça d'un gouvernement démocratique. Pour vous, Israël n'est pas un gouvernement démocratique ? Non, je dis que le gouvernement d'extrême droite israélien est un hors-la-loi du point de vue du droit international. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, l'ONU le dit, l'ensemble des observateurs
observateurs internationaux le disent. Mais attendez, Sonia Mabrouk, je vous laisse vraiment vous poser votre question. Mais je veux dire, moi, je suis pas là pour donner des bons et des mauvais points. Et si je devais le faire, je donne des mauvais points à tout le monde. Donc c'est pas le sujet. La question, c'est comment on fait en sorte que les gens arrêtent de souffrir. Comment on fait en sorte que dans 2 jours, il n'y a pas des bombes qui retombent sur des populations civiles, qu'il n'y a pas encore 10 000 morts de plus ou 20 000 morts de plus. Je vous en prie. Écoutez, on va en parler. Enfin, vous êtes un responsable politique d'un haut niveau dans votre formation. On est obligé de comprendre comment vous qualifiez d'ores et déjà ce qui est en train de se passer avant de voir ce qui pourrait se passer. Donc, je crois que j'ai été clair sur ce sujet. Les massacres du Hamas sont insupportables. Et les actions de l'armée israélienne qui bombarde les populations civiles de Gaza en violation du droit international sont insupportables. D'où ma question, parce que vous employez le même mot insupportable et véritablement, faites-nous crédit en tant qu'humains de penser que chaque mort, évidemment, se vaut. Mais est-ce que vous mettez, c'est une question, me semble-t-il, fondamentale, sur le même plan des massacres qui ont été commis, on va en parler aussi avec des viols de femmes qui ont été mutilées et puis des bombardements aujourd'hui qui sont dans le cadre d'une riposte, certes, avec des morts qui sont tout à fait inacceptables. Est-ce que vous mettez ça Madame, sur le même plan ? les actes qui ont été commis sont manifestement pas de même nature, donc je ne vais pas les mettre sur le même plan. Les personnes, par contre, qui sont mortes, je pense que tout le monde admettra l'idée que, quelle que soit sa nationalité, une personne qui meurt a la même valeur qu'une autre personne qui meurt. Pour le reste, excusez-moi de vous corriger sur ce sujet, non, les actions de l'armée israélienne ne sont pas organisées dans le cadre d'une riposte qui serait une riposte proportionnée. J'ai dit riposte. Je réfute ce terme. Personnellement, je réfute ce terme parce que ça vient à donner une certaine forme de légitimité à des actions qui n'en ont aucune. Les actions commises par l'armée israélienne sont un massacre, sont une barbarie inacceptable. Et comme l'ONU, je pointe. Et je reprends parce que je crois qu'en matière de politique internationale, il faut avoir des principes. Et comme l'ONU, je pointe un risque de nettoyage ethnique, voire même, et c'est une personne de l'ONU qui l'a dit, un risque génocidaire. Voilà comment je qualifie les actions qui sont commises par l'armée israélienne. Vous utilisez le mot massacre pour l'intervention israélienne à Gaza. On pas très bien comment vous voulez appeler des bombardements qui ont produit, à l'heure où je vous parle, près de 20 000 morts, monsieur, si ce ne sont pas des massacres. Pour vous, Israël fait la même chose que le Hamas, puisque vous employez le même mot massacre. Mais, je sais pas comment vous dire. Mais non, ils ne font pas la même chose. Israël n'a pas pris des otages. Mais ne cherchez pas. C'est la seule différence ? Non, peut-être pas. Je sais pas, c'est à vous. Mais non, mais je vois bien dans là où vous voulez m'emmener et vous pouvez me faire confiance, je ne tomberai pas dans les pièges que vous essayez de me tendre. Ce ne sont pas des pièges, malheureusement. Mais madame, depuis un mois et demi, le débat sur ce sujet se concentre sur les caractérisations, de savoir. Moi, je ne suis pas intéressé à hiérarchiser les malheurs ou à hiérarchiser les souffrances. Et donc la question que je pose comme responsable politique, comme personne qui aspire à gouverner ce pays, c'est de faire en sorte que la parole de la France soit un point de référence qui permette d'obtenir la paix le plus rapidement possible, comme d'ailleurs ça a toujours été la tradition de la France, qui a toujours été une parole non alignée, qui a toujours été un acteur qui essayait de mettre l'ensemble des belligérants autour de la table pour trouver une solution par la négociation et une solution qui soit une solution politique. Voilà ce que l'on devrait faire, et pas comme le président de la République le fait, à changer de position en fonction de son interlocuteur, les tergiversations permanentes qui, franchement, ont ridiculisé la parole de la France à l'échelle internationale. C'est insupportable. On va y venir, Manuel Bompard. Et maintenant, justement, quelle position, quelle politique de la France ? Et puis on viendra aussi à quelques-unes de vos déclarations. Une courte pause et on se retrouve. La suite du grand rendez-vous sur Europe 1, CNews et en partenariat avec Les Échos, notre invité Manuel Bompard. Vous avez évoqué, Manuel Bompard, la politique, la position d'Emmanuel Macron. On sait qu'il y a eu une lettre, ou plus précisément une note de certains diplomates français au Proche-Orient, une note qui pointe la perte de crédibilité et d'influence de la France dans la région. Vous, au pouvoir, qu'auriez-vous fait à la place d'Emmanuel Macron ? Quelle position auriez-vous tenue ? J'aurais fait sans doute comme le président Jacques Chirac, après le déclenchement de la seconde intifada, qui avait convoqué à Paris le responsable de l'autorité palestinienne, le président de la République israélien, la secrétaire d'État américaine, et qui avait créé les conditions pour un cessez-le-feu immédiat et pour relancer un processus de paix. J'aurais essayé d'avoir une parole qui ne varie pas
en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Je ne serais pas allé me ridiculiser en indiquant que la France proposait d'étendre la coalition contre Daesh, contre le Hamas, pour ensuite, une heure après, faire un démenti de l'Élysée pour dire que finalement, sa proposition avait été mal comprise. J'aurais essayé d'avoir une parole qui ait une parole claire et qui soit constante, qui soit fiable et qui permette au peuple du monde entier de nous voir comme un interlocuteur pour la paix. Vous auriez pu, selon vous, recevoir les responsables israéliens sans qualifier le Hamas de terroriste? Vous croyez qu'ils seraient venus à votre invitation si vous n'avez pas, si vous ne qualifiez pas directement? Sonia Mabrouk, vous croyez vraiment qu'ils seraient venus? Le Hamas négocie avec le Qatar aujourd'hui. Le Hamas négocie avec l'Égypte aujourd'hui. Oui. Est-ce que le Qatar ou l'Égypte ont utilisé ces caractérisations? Monsieur Bompard, la France je vous pose n'est pas une le question. Qatar ou l'Égypte. Non, je vous confirme, et heureusement. Et donc, est-ce que la France je réponds donc par la même. À la tête de la France, auriez-vous qualifié le Hamas de terroriste? Mais je réponds par la même à votre question. Vous êtes en train de me dire si vous utilisez telle ou telle caractérisation, vous ne pouvez pas négocier avec un tel ou un tel. Je suis en train de vous faire la démonstration que malheureusement, si c'est le cas. Donc, j'en suis désolé pour vous. Pour le reste, moi, je ne propose pas de négocier directement avec le Hamas, mais tout le monde sait qu'il y a des intermédiaires qui le font. Et heureusement, parce qu'il faut obtenir la libération de l'ensemble des otages qui sont détenus aujourd'hui et que, encore une fois, comme on le disait au début de l'émission, si vous voulez obtenir la libération de ces otages, il faut bien malheureusement négocier avec ceux qui les détiennent. Pour le reste, la parole de la France, comme d'ailleurs j'ai vu une tribune qui a été publiée hier par 18 ex-ambassadeurs de France. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce que tout le monde sait et qu'il faut poser sur la table, c'est qu'il n'y aura pas de règlement durable à cette situation qui dure depuis trop longtemps politique. Sans une solution politique. Un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, qui était notamment sur l'antenne de CNews, tient cette ligne. Il dit que la solution militaire ne suffit pas et il ajoute qu'Israël n'a pas retenu les leçons du passé à l'image des États-Unis. Est-ce que pour vous, il incarne, Dominique de Villepin, la voix qu'il faut écouter? Je crois que la position qu'il exprime sur ce sujet est effectivement une position juste. Et ce que j'observe, c'est que quand des gens qui connaissent un peu quelque chose prennent la parole, j'ai vu ce qu'a dit monsieur de Villepin, ce qu'a dit monsieur Védrine, j'ai lu cette tribune qui a été signée par 18 ex-ambassadeurs, j'ai eu connaissance de cette note des diplomates. Tout le monde, tous les gens qui connaissent un peu ce conflit, qui connaissent un peu la région, savent que il n'y aura pas de solution durable s'il n'y a pas d'ouverture d'un processus de paix pour régler politiquement la question palestinienne. Et les choses à mettre sur la table sur ce sujet, tout le monde le sait, c'est la fin du blocus de Gaza, c'est la fin de la colonisation, c'est le retrait d'Israël des territoires occupés, c'est la solution à 2 États dans le respect du droit international, c'est le jugement des criminels de guerre par les cours pénales internationales, c'est la libération de l'ensemble des otages et des prisonniers politiques palestiniens. Tout le monde sait que c'est les conditions. Non, ce n'est pas simple. Il suffit de dire Sonia Mabrouk, ce n'est pas simple. Sauter comme un cabri sur sa chaise pour qu'il y ait la paix. Reconnaissez que mon propos a été un petit peu plus détaillé que seulement dire paix, paix et paix. J'essaye de poser sur la table ce qui me paraît être les ingrédients d'une solution politique qui permet d'en finir avec un conflit qui dure depuis trop longtemps. Je ne dis pas que c'est facile, bien évidemment que c'est très compliqué. Mais si le président de la République, si la France n'est pas capable de porter cette parole, qui va la porter, Sonia Mabrouk, si la France ne le fait pas? Vous m'avez parlé de Dominique de Villepin. La France, le peuple français, il était fier quand Dominique de Villepin avait refusé la guerre en Irak, par exemple. Chirac, oui. Et avec Jacques Chirac. La France, elle était fière. Elle défilait dans les rues contre la guerre. Et ben moi, je dis que la France, et je m'arrête là, je dis que la France, le peuple français doit faire entendre sa voix pour la paix. Et samedi prochain, le 2 décembre, il y aura une grande marche pour la paix et la justice partout en France. Moi, j'appelle tout le monde à y participer. Parce que c'est par la mobilisation que la parole de la France va pouvoir enfin rejouer un rôle sur la scène internationale. Manuel Bompard, sur une autre antenne, Dominique de Villepin, dont nous venons de parler, en parlant du conflit israélo-palestinien, a dénoncé, je cite, une domination financière sur les médias, sur le monde de l'art. Il dénonce des règles imposées aux États-Unis et en France. Écoutons cet extrait un instant qui a fait beaucoup réagir. La troisième chose, c'est qu'on voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Donc on voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd'hui aux États-Unis, dans la vie culturelle, elle pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en France.
De qui parle-t-il selon vous? Je sais pas, faudrait lui poser la question, mais Mais est-ce que vous dénoncez cette même domination? Il y a à peu près l'ensemble des médias de ce pays qui sont détenus par moins de 10 milliardaires. Donc c'est pas ça dont il parle. Vous me posez la question de ce dont moi je parle. Et si je peux me permettre, on est bien placé sur cette chaîne pour le savoir. Et quel rapport avec le conflit israélo-palestinien? Ça c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, vous m'interrogez. Attendez, moi je suis pas là pour faire l'exégèse. Mais vous êtes globalement d'accord avec lui. Vous me posez la question de savoir s'il y a une domination financière sur les médias de manière générale aujourd'hui. Je vous réponds oui. Je comprends bien que ça vous déplaît, mais c'est une réalité. La question de la déconcentration. Là, vous êtes en train de faire diversion. Non, pas du tout. La question est posée. Soyez honnête. La question est posée sur le conflit. Posez la question franchement. La question que vous voulez poser, c'est quoi? La question que je vais vous poser. Regardez la réaction de Jacques Attali après ses propos. On va la voir. Certains, je dis bien certains, ont dénoncé un parfum d'antisémitisme dans ces paroles. C'est-à-dire qu'il y aurait une domination de la part des Juifs. C'est ça la question qui est posée. Jacques Attali dit l'antisémitisme, si longtemps masqué, se déchaîne en croyant intimider. Ce n'est pas la mainmise des milliardaires qui est dénoncée. C'est la mainmise des Juifs dans les médias, dans l'art et dans la culture qui serait dénoncée. Je pose la question. Oui, mais vous vous rendez compte que c'est faire ce parallèle qui est précisément antisémite. C'est-à-dire faire un lien entre des puissances financières et des personnes de confession juive. Ça n'a aucun sens. Donc Jacques Attali a basculé dans Non, mais je ne suis pas en train de dire ça. Mais je ne suis pas en train de dire ça. Et moi, je suis pas là pour jeter des accusations en antisémitisme ou quoi que ce soit. Mais on peut à la fois dénoncer la mainmise des puissances de l'argent sur les médias. Et excusez-moi de vous le dire, c'est une réalité. Je ne sais pas. Je ne connais pas ce qu'il y a avant l'interview de Dominique de Villepin. Mais en ce qui me concerne, je considère que le poids un certain nombre de grands milliardaires sur le traitement de l'information est un problème. Et le problème, c'est leurs intérêts économiques et quelle que soit leur confession ou leur religion, bien évidemment. Alors, quel rapport avec le conflit israélien? C'est à Dominique de Villepin que vous poserez la question. Mais vous venez de dire que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Non, je suis d'accord avec le fait de dire que le poids des milliardaires dans le traitement de l'information est un problème. C'est ce qu'il a dit selon vous? Attendez, Sonia Mabrouk. Et si vous ne voyez pas que depuis le début de ce conflit, la parole médiatique est extrêmement alignée sur les intérêts et sur le gouvernement d'extrême droite israélien. Je suis désolé de vous le dire, mais il y a une grande partie de la population qui le voit. Parce que moi, les gens qui viennent me voir dans la rue, ils me disent mais c'est insupportable. On a l'impression que le traitement médiatique de ce conflit, c'est qu'il y a des vies qui ont plus de valeur que d'autres, que de dire qu'il y a des vies qui n'existent pas, de dire qu'il y a des propos où il y a des points de vue qui n'ont pas le droit d'être exprimés. Excusez-moi de vous le dire, quand un journaliste se fait corriger... de dire ça. Vous m'interdisez rien. Je dis exactement ce que je veux, Sonia Mabrouk. Qui a dit ici sur ce plateau que les vies ne se valent pas? Qui? Peut-être pas vous directement. Et si, c'est moi qui suis à la tête de cette émission. Donc d'accord, mais je ne crois pas avoir parlé de votre émission, Sonia Mabrouk. Je crois avoir parlé des médias de manière générale. Quand j'ai entendu dire que par M. Enthoven, par exemple, qu'il y avait certaines vies... Journaliste sur CNews Europe 1? Non mais vous avez invité M. Enthoven et il a pu s'exprimer. Je n'ai pas invité M. Enthoven. Non mais attendez, M. Villepin est venu sur CNews. Sonia Mabrouk, j'ai beaucoup de mal à dire. Viendra dans une semaine. Sonia Mabrouk, je ne peux pas laisser passer ce débat qui est faux, monsieur. Je vais vous dire quelque chose. Franchement, j'ai aucun problème à dire tout le mal que je pense du traitement médiatique qui est le vôtre. Mais j'allais vous dire quelque chose qui allait être agréable à votre oreille. J'ai aucun problème à dire tout le mal que je pense du traitement médiatique. Mais sur ce sujet, dans l'histoire de ce conflit, malheureusement, vous n'avez pas l'apanage des positions déséquilibrées. Je suis d'accord avec vous. Quand je vois que certains journalistes se font rappeler à l'ordre parce qu'ils interrogent le porte-parole de l'armée israélienne de manière un peu vive, ou quand je vois, TV5, par exemple, précisez les choses parce que là vous êtes en train de tout mélanger. Non, je ne mélange rien. Moi, je ne laisserai pas dire sur cette antenne. Mais je dis exactement ce que je veux, Sonia Mabrouk. Vous pointez. Moi, je vous dis, vous privez pas de dire exactement ce que vous voulez. Vous n'êtes pas capable de citer une phrase qui montre que nous n'avons pas mis les vies sur le même plan. Je vous ai cité des intellectuels ou des pseudo-intellectuels
les qui se sont médias. exprimés sur vos antennes sans qu'à aucun moment Absolument vous pas. leur reprochiez Absolument ces propos. pas. Non. Voilà. Dans quelle Maintenant, je suis émission? pas venu pour régler des Monsieur comptes avec Bompard, vous. Vous c'est étiez en trop train de m'interroger facile. sur les propos Non, de Monsieur de Villepin. Bompard. Mais non, mais C'est si trop vous pensez que vous facile. faites très bien Monsieur votre travail, Bompard, Sonia je ne le Mabrouk, pense c'est la pas. vie, c'est pas Je grave. pense avoir un Moi, je ne minimum le pense d'humanité pas et j'ai le pour ne droit de pas le dire. tomber. Je pense avoir un minimum, et nous tous, d'humanité pour ne pas tomber dans ce travers. Et je vous ne laisserai pas dire l'inverse dans un contexte aussi inflammable. Bah, moi, je dis ce que je pense. Mais vous ne La Mais manière avec Vous laquelle- avez des faits, un instant, pour savoir qui a dit qu'une vie, si je vous ai comprends bien, cité, palestinienne vaut moins qu'une vie israélienne. Je Qui a vous, dit ça? je vous ai cité ce qu'a dit Monsieur Enthoven, par Qu'est-ce qu'il C'est exemple. un journaliste, monsieur Beethoven. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas journaliste qu'il l'a pas Nous dit. ne sommes pas c'est la responsables de presse, ces les propos. Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes responsable. Mais vous avez commencé c'est à en dire incroyable. les médias Le ici. traitement médiatique, on ne peut pas le mettre en cause. C'est interdit, c'est ça. On n'a même pas le droit de vous dire que. Non, mais vous avez des dans mon accusations assez ressenti graves, monsieur. Vous avez, des personnel- accusations, vous avez une Oh là référence là. imprécise. Mais vous et à partir inquiétez de pas, vous passez votre temps à critiquer les positions de la France insoumise. Enfin, Ah, mais excusez-moi de vous le dire, quand vous mettez sur vos antennes, vous voulez vraiment que je rentre dans le détail de ce que vous, CNews, vous faites à propos de la France insoumise? Quand vous mettez un bandeau en demandant si le nazisme c'était maintenant la France insoumise, vous avez l'impression que c'est un traitement médiatique équilibré. C'était une Enfin, citation. vous voulez Non, vraiment que je rentre là-dedans? Parce que je peux rentrer là-dedans si vous voulez, mais ça va pas être à votre avantage. Donc moi, personnellement, c'est pas ce que j'étais en train de vous dire. J'étais en train de vous Si je poser peux me permettre, et de monsieur, répondre à ce la à quoi vous question. faites référence, Non, mais c'est- non, calmez-vous. un instant, non, Monsieur vous êtes Bocoté, insultant. calmez-vous. Ce à quoi vous faites référence, Soyez c'est une tranquille. citation. On peut attaquer votre Et je travail. vais vous répondre, c'est une citation, et ce à quoi vous faites référence, est-ce que le nazisme est passé à l'extrême gauche? Et la citation, c'était condamné par l'ensemble de la chronique qui a été consacrée. Soyez précis dans vos accusations, monsieur. Écoutez, ça va être écoutez. compliqué pour vous de nous prendre. Non, Soyez non, précis ça dans va vos pas être accusations. J'ai compliqué. passé 5 minutes à vous défendre, Mais, monsieur, dans cette chronique. Calmez-vous. Vous lancez monsieur l'accusation, Bocoté. ensuite vous êtes Oh là calmez-vous. là. Si moi je me mettais dans cet état à chaque fois que sur votre antenne vous critiquez Monsieur les Bompard, positions de la France on va insoumise, reconnaître deux je pense choses. que la situation Monsieur serait un peu Bocoté, tendue. s'il vous plaît, Donc Stéphane. maintenant, Monsieur je vais Bompard, vous dire on va franchement, reconnaître deux depuis choses. un mois et demi, Vous pouvez venir, depuis Monsieur un Bompard, mois et demi, Monsieur franchement, Bompard. depuis un mois et demi, vous caricaturez les positions de la France insoumise. Monsieur Depuis un mois et Bompard, demi, vous essayez de nous faire dire des choses que nous n'avons jamais non, dites. non. Et maintenant, vous faites les indignés parce que je viens pointer Non. votre traitement Je ne fais- médiatique à Il géométrie n'y a variable. aucune Excusez-moi de vous le dire, je indignation. reculerai Non. pas sur ce sujet. Eh bien, vous me trouverez toujours en face pour dire la Eh ben, réalité de vous notre avez le travail. droit, c'est À le moi, j'en débat ai fait à tous les démocratique. autres. Mais vous moi n'avez- aussi, j'ai encore le droit de dire ce que je pense. Et je note que vous n'avez rien trouvé à redire Bah, sur ce je que vous ai nous donné avez- un exemple. ce que vous m'avez reproché tout à Je l'heure. vous ai donné un exemple de bandeau. Vous Pouvez-vous condamnez ce bandeau, Sonia Mabrouk. Pouvons-nous marquer une courte Est-ce que vous pause pensez que la France insoumise, c'est le nazisme? Est-ce que vous Monsieur, pensez non, que le non, Hamas, si je peux ne me sont permettre, pas c'est des moi qui vous terroristes? attaquez ici, j'ai pris sur ce bandeau qui citait quelqu'un, j'ai pris 5 minutes à expliquer qu'il était faux et j'ai condamné ceux qui vous ont nazifié. Si vous me permettez. Lorsque voulez vous une aurez le médaille? souci, monsieur, de citer, citez exactement. Vous voulez une médaille? Écoutez. Non, franchement. pas du tout. Vous m'accusez de quelque chose de faux. Écoutez, non, je ne vous accuse de rien de faux. Ce bandeau a existé. Et Pour le condamner. Franchement, il y a une très bonne caricature de certaines de vos émissions qui circulent sur les réseaux sociaux. Arrêtez, parce que là, j'ai un peu l'impression d'être Mais, dans la caricature. Monsieur, quand il y a des caricatures qui font rire, on va rigoler ensemble, mais quand vous allez voir dans rigolera. quelques instants Ercilia Soudé sourit sur les massacres du Hamas, c'est autre chose. Une courte pause et on se Ah, retrouve. on va en parler alors. Bien sûr. La suite du grand rendez-vous, Europe 1, CNews en partenariat avec les Échos. Notre invité Manuel Bompard, député de Marseille, coordinateur national de la France insoumise. Manuel Bompard, on souhaite vous faire réagir à cette vidéo qui a suscité beaucoup de réactions. Alors je précise quand même le contexte. C'est votre collègue Ercilia Soudé, l'invitée d'une émission qui s'appelle Parole d'honneur. Et elle revient sur la diffusion d'un film Yallah Gaza. Et ce qui a suscité beaucoup de réactions, c'est la manière dont elle parle des massacres du 7 octobre. Regardons. Alors, il faut savoir qu'au départ, ce ciné-débat, on l'avait prévu avant le 7 octobre. Hein. Sauf qu'évidemment, on a eu tellement de bol qu'avec Charlotte, on avait préparé notre com, genre la veille. Et donc, forcément, dans le week-end, il y a eu des fuites. Caroline Niadan et Meher Habib, tout de suite, sont montés au créneau. Yael Braun-Pivet, c'est scandaleux. En plus, j'ai invité Mariam Aboudaka. Alors là, c'était le bonbon. Bref, alors du coup, Yael Braun-Pivet avait demandé à ce que Marianne ne soit pas reçue. Bon, elle n'a pas dit non au film. Ouais, eu égard à la situation qui est la nôtre, est-ce que vous estimez que l'attitude est convenable, respectueuse, digne? Écoutez, ne dites pas qu'elle rigole à propos des massacres du 7 octobre. Je pense que Ercilia Soudé, comme l'ensemble des députés de la France insoumise, ont condamné fermement
la barbarie des actes qui ont été commis le 7 octobre. Après, elle raconte une projection de film qui était prévue à l'Assemblée nationale. Sans doute le fait-elle avec trop de légèreté. Je veux bien vous donner le point sur ce sujet. Mais en l'occurrence, ça ne veut pas dire qu'elle ne considère pas que les actions du 7 octobre sont insupportables et inacceptables. Et franchement, je suis pas sûr que ça mérite qu'on passe plusieurs minutes de discussion dans une émission comme aujourd'hui. Hier, c'était la journée contre les violences faites aux femmes. Dans Le Parisien, ce matin, Manuel Bompard, on peut lire le calvaire d'Esther. Alors, le prénom a été changé. Elle a été violée, mutilée par les terroristes du Hamas. Et lors de ce rassemblement hier contre les violences faites aux femmes, il y a eu un collectif qui a voulu se joindre à ce mouvement. Et c'est le collectif, évidemment, contre ces massacres du 7 octobre. Il a été, en tous les cas, il n'a pas été considéré comme le bienvenu. Et on s'étonne de ne pas entendre toutes les voix féministes, les vôtres aussi, mais aussi Mathilde Panot, Ercilia Soudé, Clémentine Autain, sur ces femmes israéliennes qui ont été violées, qui ont été mutilées. Bien sûr que si, vous les entendez. Allez-y, c'est encore mieux quand vous le rappelez. On a dit depuis le premier jour que les atrocités qui ont été commises le 7 octobre sont insupportables et inacceptables. Mais sur les femmes en particulier, qu'est-ce qui s'est passé et s'il y a eu effectivement... il y a eu. S'il y a eu effectivement des viols ou des atrocités particulières commises à l'égard des femmes, elles sont encore plus insupportables. Et je ne sais pas pourquoi vous dites on n'entend pas. Je veux dire sur ce sujet, nous avons hier c'était des manifestations à l'occasion de la journée mondiale pour l'éradication des violences faites aux femmes. Et toutes les violences faites aux femmes sont bien évidemment concernées, quels qu'en soient les auteurs et quel qu'en soit le contexte, bien sûr. Et d'ailleurs cette manifestation, c'est bien qu'on puisse en parler. Violés, mutilés par les terroristes du Hamas n'est pas un tabou. Mais heureusement que non, que c'est pas. Vous avez l'impression qu'on en parle beaucoup, que c'est un sujet qui a été porté dans cette manifestation hier. Je pose la question. Peut-être pas suffisamment, et peut-être dans ce cas-là faut-il en parler davantage. Je n'ai pas de problème sur ce sujet. Moi, vous savez, j'ai pas d'indignation à géométrie variable. Donc, quand une femme est victime de violences sexistes ou sexuelles, quelle que soit sa nationalité, qu'elle soit israélienne, qu'elle soit française, qu'elle soit palestinienne, quelle que soit sa nationalité, ça m'indigne et ça m'écœure et je n'ai bien évidemment aucun problème à le dénoncer. Autre sujet, Manuel Bompard, dans l'actualité. Hier soir, à Romans-sur-Isère, il y a eu des manifestants d'ultra-droite qui ont réclamé justice pour Thomas. Ils se sont présentés dans le quartier de la Monnaie avant d'être refoulés par les forces de l'ordre. Il y a eu beaucoup de tensions. Gérald Darmanin indique que de nombreuses forces de l'ordre ont été dépêchées sur place. Comment vous caractérisez ce qui s'est passé? Notre société est-elle malheureusement appelée à voir ces tensions entre populations, entre communautés? Vous avez une manière de présenter les manifestations d'hier qui est extrêmement euphémisante, si je peux me permettre, Sonia Mabrouk. J'ai cité l'AFP et Gérald Darmanin. Vous pouvez citer qui vous voulez. Mais moi, ce que je sais, mais attendez, madame, je suis pas en train de contester les citations que vous avez faites. Je suis en train de vous dire qu'hier, ce n'était pas une manifestation pour obtenir la justice pour Thomas. Qu'hier, c'était une tentative de ratonnade organisée par des groupes d'extrême droite qui se sont donné rendez-vous à Romans-sur-Isère et qui criaient des slogans racistes et islamophobes. Voilà ce qui s'est passé hier soir. C'était pas une manifestation pacifique pour obtenir justice pour Thomas. Voilà, c'est pas ça qui s'est passé hier. Et les actions violentes qui ont été commises hier sont inacceptables. Et moi, je souhaite et je demande que le ministre de l'Intérieur prenne les dispositions nécessaires pour faire en sorte que ce type de ratonnade de ces groupuscules d'extrême droite s'arrête immédiatement, que les boucles sur les messageries numériques qui sont mises en place pour leur permettre de s'organiser soient fermées, que les groupuscules violents qui sont pointés d'ailleurs dans un rapport d'information de l'Assemblée nationale comme une menace majeure pour l'ordre public avec 1300 personnes de l'ultra-droite qui sont fichées S soient mis hors d'état de nuire. Voilà ce que je vous dis et voilà comment je réponds aux manifestations qui ont eu lieu hier. Et je n'oublie pas la responsabilité d'un certain nombre de responsables politiques depuis le début de la semaine qui cherchent sur un drame humain. Est-ce qu'il y a une récupération? Bien sûr qu'il y en a une, mais d'abord je veux dire, parce que moi, contrairement à d'autres, je n'oublie pas qu'il y a une famille, qu'il y a une douleur, qu'il y a des gens qui ont perdu un être cher et que en France, on ne doit pas mourir à 16 ans quand on fait la fête dans une salle de fête des villages. Et quand on veut respecter la douleur de cette famille, la première chose qu'on fait, c'est qu'on écoute aussi ce qu'elle a à dire. Alors, quand elle prend l'initiative d'organiser une marche blanche et qu'elle demande à ce qu'elle soit apolitique, alors le principe des responsables politiques, c'est de se taire. Qui a exploité politiquement ce drame?
Bah écoutez, vous avez bien vu la multiplication des prises de position de l'extrême droite, de Madame Le Pen, de Monsieur Bardella, de Madame Maréchal Le Pen, de Monsieur Zemmour, qui tous sont venus sur des plateaux de télévision pour essayer de donner, sur la base d'informations qui d'ailleurs, pour certaines, ont depuis été contestées par le procureur de la République, pour essayer de donner une lecture politique à ces actes, alors que l'enquête est toujours en cours, que ce matin encore le procureur dit que le déroulé des faits n'ont pas encore été élucidés, que c'est bien sûr un événement dramatique. Mais je redis que quand on veut être en compassion sincère avec la famille de la victime, on écoute ce qu'elle a à dire. Donc, quand elle dit qu'elle ne veut pas qu'il y ait d'instrumentalisation politique, on l'écoute. Cette phrase est très importante. Ce que vous venez de dire est très très important. À quel sujet ? C'est majeur ce que vous dites. Parce qu'on va le retenir pour la suite. Parce qu'on se souvient de ce que vous avez dit après la mort de Nahel. Oui, et quelle est la contradiction ? Vous n'avez pas attendu la fin de l'enquête. Mais je ne suis pas en train de vous parler de la fin de l'enquête, Sonia Mabrouk, je suis en train de vous parler de la volonté de la famille. Vous n'avez pas cherché à instrumentaliser, vous, ce qui s'est passé à ce moment-là ? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Mais pas du tout, madame. Donc vous, à ce moment-là, vous pouvez avoir des réactions politiques. Madame. Vous pouvez parler sans que l'enquête soit terminée, mais ceux qui parlent là pour la mort de Thomas... Madame, je vous ai dit qu'il fallait respecter la volonté de la famille. Quelle était la volonté de la famille après le meurtre du jeune Nahel ? C'était qu'on en parle. Ah d'accord, donc c'est en fonction de... je pense que quand on veut... non, c'est pas différent. C'est que moi, je considère que quand on a une compassion sincère pour Et vous avez le monopole de la sincérité ? Peut-être sans doute que je n'ai pas le monopole de la sincérité. Je l'espère pas. Je n'espère pas avoir le monopole de la sincérité, Sonia Mabrouk. Mais ce que je dis, c'est que la manière avec laquelle un certain nombre de dirigeants politiques ont essayé de sauter sur ce drame sordide et insupportable pour essayer de pointer du doigt. Mais le point de départ, c'était que les manifestations qui ont eu lieu hier, ces ratonnades qui ont été organisées par l'ultra-droite, je dis qu'elles ont été encouragées par des propos insupportables de dirigeants politiques qui, depuis le début de la semaine, n'ont cessé que de jeter de l'huile sur le feu. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Alors, pour le reste, si vous voulez comparer, moi je ne compare pas les choses. Mais quand il y a eu le meurtre du jeune Nahel... Est-ce que jamais il ne vous est arrivé, non pas d'instrumentaliser, mais de réagir trop vite avant qu'une enquête ne soit terminée ? Soyez honnête, s'il vous plaît, dans la discussion. Ça va être compliqué, monsieur Bompard. Je pense que ça ne va pas être si compliqué que ça pour vous d'être honnête. Normalement, réponse qu'il faut aux questions, monsieur Bompard. Mais madame, ce que vous savez peut-être, c'est qu'au moment de l'affaire du jeune Nahel, la réalité, c'est que la version policière qui a commencé à être installée, et y compris relayée médiatiquement, elle a été contrée par une vidéo. Et bien sûr qu'il fallait en parler pour faire en sorte que cette version policière ne s'installe pas parce qu'elle était mensongère. Et vous le savez très bien que la version qui commençait à circuler sur l'ensemble des plateaux de télévision, c'était que les policiers étaient en état de légitime défense et qu'ils n'avaient pas utilisé leur arme. Si, c'est vrai, bien sûr. Tout le monde pourra retrouver les archives du moment. Monsieur Bompard, quand il s'agit de Nahel, ça se justifie. Quand il s'agit de Thomas, ça ne se justifie pas. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais je ne sais pas, c'est ça ce qui m'inquiète. Moi, je pose la question avec inquiétude. C'est-à-dire pourquoi il y a 2 poids, 2 mesures ? Il n'y a aucun 2 poids, 2 mesures. Parce que vous pouvez le dénoncer pour l'extrême droite, mais on pose la question pour vous aussi. Non, moi je crois que j'ai été extrêmement clair sur d'abord le caractère dramatique de ce qui s'est passé et le refus des instrumentalisations politiques de ce type de drame. Alors, lorsqu'on lit dans le Dauphiné libéré, si je ne me trompe pas, que certains des agresseurs disaient qu'ils voulaient planter du blanc, je cite, ce ne sont pas mes mots évidemment, ce sont les mots des témoins. Pour vous, qu'est-ce que vous comprenez là-dedans ? Ce ne sont pas les mots des témoins. Et je vous invite à vérifier les informations qui sont les vôtres, parce qu'il y a eu effectivement, dans le Dauphiné libéré, une personne qui a été citée et qui aurait dit ça. Et depuis, cette information, elle a pour l'instant été contestée, puisque dans les 80 procès-verbaux qui pour l'instant ont été réalisés, qui se sont retrouvés dans la presse, aucun de ces procès-verbaux ne reprend ce propos. Donc ce témoignage est soit faux, soit non pertinent. Non, je ne suis pas en train de dire que ce témoignage est soit faux, soit pertinent. Je dis qu'il n'est pas pour l'instant corroboré par les informations officielles qui ont été reçues par la justice. Donc voilà, et je pense que, excusez-moi, je ne veux pas vous réénerver, monsieur Bocoté, mais normalement, quand on fait un travail de journaliste, on essaye de s'appuyer sur des faits qui sont des faits recoupés. Et là, en l'occurrence, les faits recoupés n'accréditent pas une question, parce qu'on doit passer à d'autres sujets. Est-ce que connaître les identités des suspects, des interpellés dans l'affaire Crépol, c'est un élément qui vous semble important ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que ça vous semble important ?
Oui ou non? De toute façon, il y a une enquête et j'imagine qu'à l'issue de cette enquête, il y aura des personnes, et je l'espère, qui vont être jugées, sans doute condamnées, et qu'on connaîtra l'identité de ces suspects. Et est-ce que ça vous semble important de connaître l'identité des suspects éventuellement? Moi, je suis toujours très... Pas avant, quand on sera sûr qu'ils sont vraiment... Mais on les connaîtra, c'est pas que c'est important ou pas, on va les connaître, Sonia Mabrouk, mais j'ai de manière générale plutôt tendance à considérer qu'il vaut mieux permettre à une enquête d'aller à son terme, que tout ce qui est fuite des enquêtes dans la presse, c'est pas toujours une bonne chose. Oui, mais encore une fois, vous pouvez, si vous voulez remettre la question Naël sur le devant de la table pour essayer de donner l'impression qu'il y aurait une forme d'indignation à géométrie variable chez moi, mais il n'y en a aucune, premièrement. Et deuxièmement, la différence avec la situation de Naël, vous pouvez tout à fait le reconnaître, c'est qu'il y avait une vidéo d'un policier qui tirait sur un jeune homme de 16 ans. Et je pense que ça vous a ému aussi. Et moi, en cours. Ça m'a ému en tout cas. Il y a une enquête toujours en cours. Et simplement pour être tout à fait précise sur les témoignages qui ont rapporté, on est là pour tuer des blancs, il y a 4 témoins qui rapportent. Selon madame... Mais écoutez, j'essaie d'être factuel, monsieur Bompard. Soyez factuel. Je n'ai coloré aucune... Là, j'apporte Soyez factuel jusqu'au bout. Est-ce que quand je vous dis qu'il y a 80 procès-verbaux qui pour l'instant ont été reçus dans le cadre de l'enquête et qu'il n'y en a aucun qui reprend ce terme, est-ce que je suis factuel? Vous êtes factuel, tout comme je le suis quand je dis 4 témoins ont rapporté ces propos. Reconnaissez. Calmez-vous, je ne vais pas finir ma phrase. Tout se passe très bien dans cette émission. C'est pas moi qui suis pas calme depuis le début de cette émission. Je suis extrêmement calme, mais ce que je vous propose, c'est de faire en sorte qu'on travaille à partir des informations qui sont recensées par l'enquête. C'est ce que je viens de faire en vous citant ce qu'il en est aussi pour les 4 témoins. Donc c'est pas ce que vous venez de faire, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème, on va en rester. Aussi, monsieur, vous pouvez me tenir tête, je le rappellerai quand même, ça ne changera rien, je vous le dis avec un grand sourire. Mais je ne suis pas là pour vous tenir tête, Sonia Mabrouk, je n'ai pas de compte personnel à régler avec vous. Je vous dis juste que dans une enquête, on prend les informations qui ont été reçues dans l'enquête. Ça me paraît être une base. On note vraiment que vous êtes attaché à l'enquête que vous n'avez pas fait quand c'était le cas de Naël. Mais si c'était le cas, ne cherchez pas à résumer ma position comme ça, Sonia Mabrouk. La suite du grand rendez-vous avec Manuel Bompard et la première question de cette dernière partie vous est posée par Stéphane Dupont. Oui, Manuel Bompard, cette semaine à l'Assemblée, ce jeudi, LFI va déposer une proposition de loi qui stigmatise un peu les marges des entreprises, qui auraient fait beaucoup d'argent pendant ce pic d'inflation. L'inflation est en train de refluer. Est-ce que vous n'arrivez pas trop tard et est-ce que ce n'est pas une manière de stigmatiser les entreprises ? Non, il s'agit de dire que depuis 2 ans, dans ce pays, les prix alimentaires ont augmenté de plus de 20%. Il y avait d'ailleurs un reportage ce matin sur votre antenne à ce sujet. Et que dans le même temps, les marges des industries agroalimentaires ont augmenté de 70%. Selon le FMI, à l'échelle internationale, l'augmentation des profits des entreprises sont responsables de quasiment la moitié de l'inflation. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous êtes responsable politique, vous ne pouvez pas faire uniquement ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire Bruno Le Maire supplie, Bruno Le Maire demande, Bruno Le Maire prie, s'il vous plaît, faites un effort. Vous devez légiférer, vous devez passer par la loi. Et comme le gouvernement ne le fait pas, nous proposons effectivement, à l'occasion de notre niche parlementaire, une proposition de loi pour encadrer par la loi les marges de l'industrie agroalimentaire, les marges de la distribution, les marges aussi des activités de raffinage de carburant, parce que le prix du carburant est autour de 2 € le litre et que les marges des raffineurs ont été multipliées par 5 au cours de l'année 2023. Donc je pense que tout le monde, toutes les personnes qui vous nous écoutent comprennent l'injustice totale qu'il y a dans une situation où vous avez des Françaises et des Français qui tirent la langue, qui n'arrivent plus à finir les fins de mois, et de l'autre côté un petit noyau d'acteurs économiques qui s'en mettent plein les poches. C'est en légiférant que vous allez régler le problème. Manifestement. Ça a l'air d'être une usine à gaz, votre proposition. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer, c'est pas du tout une usine à gaz. Il s'agit de dire que quand on observe qu'on est dans une situation dans laquelle les marges augmente davantage que le prix des matières premières, on fait en sorte par la loi de dire que les marges ne peuvent pas excéder les marges moyennes qui ont été réalisées sur les 10 dernières années. C'est pas du tout une usine à gaz, c'est extrêmement simple à mettre en place. Il y a 4 articles dans cette proposition de loi. Vous pouvez me dire que c'est pas la bonne solution, mais en tout cas pour l'instant, le gouvernement depuis 1 an et demi fait du blabla sur ce sujet, ne fait rien. Et on est dans une situation dans laquelle les gens souffrent. Et de l'autre côté, vous avez des entreprises qui s'en sont mis plein la poche. Et c'est insupportable. Ce sera aussi l'un des enjeux, à part d'autres sujets des européennes. Pour conclure sur ce point, Manuel Bompard, on a appris qu'il y a une nouvelle liste. Je ne sais pas si elle ira jusqu'au bout, de gauche, qui est d'actualité. C'est le président du Parti radical de gauche qui a annoncé cette liste pour un large rassemblement aujourd'hui. Cet émiettement des forces de gauche, à quoi peut-il conduire aujourd'hui ? Écoutez, moi, vous savez, depuis 2 ans, enfin depuis 1 an et demi, je dis que, et je suis favorable à une liste commune de la NUPES aux élections européennes. C'est la proposition que j'ai faite déjà l'été 2022.
À l'époque, on m'a dit non, il faut pas, parce que si on fait une liste commune de la NUPES, il va y avoir d'autres listes à gauche qui vont se mettre en place. Et j'observe qu'il n'y a pas de liste commune de la NUPES et qu'il y a quand même d'autres listes à gauche qui se mettent en place. Donc bien sûr, c'est pas une bonne nouvelle. Moi, je reste favorable à l'idée qu'il y ait une liste de rassemblement. Je profite d'ailleurs ici pour m'adresser à toutes celles et tous ceux, formations politiques, individus, militants associatifs, syndicalistes, tous ceux qui veulent continuer à rassembler, y compris aux élections européennes, autour du programme de la NUPES. Je leur dis, venez, on va le faire ensemble. Non, je vois bien que la NUPES, elle est bloquée par le fait que les communistes... Fabien Roussel a quitté 4 fois la NUPES sans l'avoir rejoint une seule fois. Les écologistes sont entêtés sur l'idée qu'ils vont faire leur propre liste. Les socialistes ont décrété un moratoire qui devient de plus en plus définitif. Donc je vois bien les difficultés. Mais moi, je me résigne pas, si vous voulez, à que cette situation marque la fin du rassemblement autour du programme de la NUPES. Donc je dis tous ceux qui, eux, veulent continuer à se rassembler. Et je leur dis, venez, on va le faire ensemble. À bon entendeur. À bon entendeur. Merci Manuel Bompard. Merci à vous. Ce fut vif mais direct. Je vous dis à la prochaine fois. À la prochaine fois. Merci encore d'avoir été notre invité. Je salue mes camarades Stéphane Dupont et Mathieu Bocoté. Bon dimanche à vous.